Elle est pas mal. On va donc aborder la table ronde qui va être co-dirigée, j'imagine, par Alice Kinard et Denis Frasca, c'est ça? Donc comment ça va marcher? C'est vous qui prenez la parole et qui donnez la parole à... Ok, bah, Voilà, très qui bien. posez les Bah, questions. merci Voilà. Pierre. Bah, eh bien, merci, merci pour toutes ces présentations. Effectivement, ça nous a permis de faire le tour, un bon overview de la problématique en périopératoire. On fait de la médecine périopératoire et c'est important de le soulever. Alors, il y a plusieurs points qui ont été relevés, notamment la stratification du risque en préopératoire, les études à venir pour l'arrêt ou non de certains médicaments néphrotoxiques comme les inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Et puis, en périopératoire, le monitorage du patient, alors on l'a un petit peu évoqué, notamment sur la volémie. Le remplissage, on a vu que les solutés balancées faisaient a priori mieux que le chlorure de sodium, sérum physiologique, qui n'a rien de physiologique, comme nous l'a dit Olivier tout à l'heure. Et en post-opératoire, eh bien, comment on va surveiller ces patients? Alors, à partir du moment où on les a stratifiés en préopératoire. Alors moi, j'aurais une question quand même à vous poser, aux intervenants. Est-ce que parmi les patients qui sont pris en charge, on va dire, en chirurgie programmée, chirurgie urgente, vous surveillez systématiquement la clairance de la créatinine à partir du moment où vous les avez classés en risque élevé au moment de l'évaluation préanesthésique? Vous avez stratifié, par exemple, ces patients dans une catégorie de risque élevé. Alors, on n'utilise pas de score, mais par contre, on a un logiciel d'anesthésie qui s'appelle Evolucare Anesthesia. Donc, je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme logiciel d'anesthésie. Je sais qu'il y a Diane aussi qui fait pas mal. Voilà. Avec Evolucare Anesthesia, en fait, on a plein de casse-coches et on peut cocher attention, risque d'insuffisance rénale, etc. On a tout un aspect comorbidité préopératoire qui est hyper bien détaillé avec les comorbidités cardiovasculaires, les comorbidités respiratoires, les comorbidités rénales et hépatiques. C'est ces quatre-là vraiment qu'il faut pister. Et je dirais, on se blinde en faisant des évaluations préopératoires extrêmement rigoureuses. S'il faut décaler l'intervention, on décale l'intervention. Il ne faut pas hésiter à aller voir le chirurgien et lui dire « Bon là, je pense qu'on a vraiment intérêt à optimiser les choses. Il faut qu'il revoie le néphrologue, il faut qu'il revoie le cardiologue, il faut qu'il revoie le pneumologue, il faut qu'il revoie le gastro-entérologue éventuellement pour le foie. » Donc c'est vraiment là-dessus. Mais on n'utilise pas de scores qui sont plutôt quand même des outils un peu lourds à utiliser et qui sont utiles pour, on va dire, classer les malades, pour les classer et les analyser dans des études statistiques. Mais c'est vrai que les scores, idéalement, il faudrait utiliser les scores. Il faut être honnête et avouer qu'on ne le fait pas. Pour l'évaluation de la fonction rénale préopératoire, très souvent, les patients qui ont une comorbidité rénale préexistante sont quand même souvent suivis par un néphrologue. S'ils ne le sont pas, ça peut être intéressant de les envoyer les voir en préopératoire, de prendre le temps quand même d'avoir une consultation. Nous, on a de la chance à Bayonne d'avoir un très très bon service de néphrologie et des néphrologues qui sont hyper réactifs, hyper dynamiques. On les appelle, ils nous donnent éventuellement même un conseil téléphonique si ça suffit, s'ils n'ont pas le temps de voir le patient en consultation préopératoire. Mais vraiment, c'est ça le message, c'est de dire qu'il ne faut pas se borner à faire un risque, parce que si on ne fait rien du score de risque, c'est pareil, ça ne sert à rien. Voilà. Et alors, du coup, quand vous avez évalué un risque, vous faites quoi pour optimiser la fonction rénale en préopératoire? C'est une bonne question. On arrête les INS, on va effectivement arrêter les IEC, on va essayer de se poser la question. C'est intéressant parce que le troisième dossier que j'ai présenté là, dans le troisième cas clinique, Madame Z, cette dame, elle allait vraiment très bien. Elle a fait l'insuffisance rénale aiguë post-op. On n'a pas compris, en fait, parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Elle, on ne l'a pas bien screenée, clairement. Elle a eu un scanner injecté la semaine d'avant. Elle a eu des INS pleines balles. Et 24 heures après, elle avait l'insuffisance rénale aiguë, quoi. Donc, heureusement, on s'en est rendu compte tout de suite. Elle était à l'USC, on a fait le dosage, la créatininurie, on a fait tout ça. Elle a repris sa diurèse et ça s'est limité à une légère
insuffisance rénale aiguë, mais il faut faut monitorer la volémie, il faut en pérope et en post-op. Il faut être hyper attentif sur les néphrotoxiques. C'est beaucoup de mesures de prévention. Malheureusement, quand l'insuffisance rénale aiguë est installée, voilà. Quand l'atteinte toxique est installée, la patiente numéro 2, Madame Y, elle a fait une nécrose corticale. Sur l'état de choc, elle est dialysée, elle est en attente de greffe. Donc ça a été décrit dans la littérature. Il y avait un article des AFAR sur un cas clinique, effectivement, exactement le même cas. On aurait dû le lire, tu vas me dire. Pas faire d'hexacyle. Bon, après, l'hexacyle, c'est débattu, en fait. Hein, mais bon, c'est un peu flagellé quand on a lu l'article, on s'est dit, punaise. Voilà, il y a des histoires de chasse. Marlon. En pré-op, effectivement, je suis d'accord avec Alice. À part arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'optimisation de la fonction rénale, c'est quand même pas si simple que cela. Déjà, si on dit que les patients qu'on a screenés à risque en préopératoire, on surveille la créatinémie post-op et la diurèse, c'est déjà pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insuffisance rénale qu'on découvre finalement 2-3 jours après, parce que ça n'a pas été fait, et qui sont finalement des mesures assez simples. UV sur P, c'est un peu plus compliqué quand même en pratique. Donc déjà, il me semble que si en post-op, chez les patients qu'on a screenés à risque, on monitore ça, c'est déjà bien, me semble-t-il. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'une créate plasmatique, c'est déjà pas mal. Hein. Monitorer la diurèse, doser la créate, c'est... Et du coup, quand est-ce que vous prenez une alerte sur la montée de la créate post-opératoire? Parce que, moi, je suis en neurovasculaire, ça arrive quand même souvent que ça monte après. Peut-être pas les mêmes patients que toi, Alice, je pense. Et quand est-ce que vous mettez en alerte, sur le... faut se mettre en alerte. Enfin, moi, c'est mon point de vue, je parle sous contrôle du néphrologue. Je pense que c'est des patients qui, de toute façon, ont un capital néphronique qui est déjà altéré, donc chez qui la moindre variation va être visible, parce que finalement, chez la plupart des gens, si on ampute 50% de leur capital néphronique, on ne voit pas de montée de la créate. Donc comme ça, c'est simple. Pour tous les autres qui sont les patients vasculaires à risque, etc., ça va monter relativement rapidement. L'autre chose que je pense intéressante, mais je ne sais pas si c'est partagé, je pense que faire... dans les urines un rapport un rapport urée-urinaire sur urée sanguine, c'est intéressant parce que ça permet quand même d'avoir un reflet indirect de la situation du rein vis-à-vis de l'urée, de la concentration et de ses mécanismes de concentration, et ça peut guider un éventuel remplissage. Donc, moi, je pense que déjà, si on fait ça, c'est pas mal, mais je parle complètement sous votre contrôle, puisque voilà. Je suis néphrologue. Plusieurs sanguines sur urée urinaire. Ah, uniquement, je voulais non, faire... non, surtout, vas-y. Oui, alors parce que j'ai entendu parler de néphrotoxique et d'IEC, ou de localistémine-angiotensin. Alors ça fait toujours mal aux néphrologues, puisque je rappelle que nous on considère que c'est un néphroprotecteur. Donc le mettre dans les néphrotoxiques, donc oui, ça altère l'autorégulation de l'hémodynamique glomérulaire, mais c'est pas toxique en elle-même. Après, j'entends tout à fait le stop or not, parce que c'est des considérations périopératoires. Hémodynamique aussi. Hémodynamique, etc. Mais voilà, juste j'altère tout. Parce que si on nous appelle sur une maladie rénale chronique préopératoire dans la stratification du risque, le premier réflexe du néphrologue va pas te dire arrêtons les IEC, parce qu'au contraire, nous on trouve que c'est très bénéfique. C'est la première chose. Sur la découverte dans la stratification du risque préopératoire d'une maladie rénale chronique, qui peut être fait par deux éléments, et deux éléments extrêmement simples, qui sont d'une part le dosage de la créatinine plasmatique qui nous permet d'estimer le débit de filtration glomérulaire, et deuxième élément, pour ceux qui le font, et les plus courageux d'entre vous, le dosage urinaire de la protéinurie, qui est un marqueur de maladie rénale chronique. Et si on nous sollicite en préopératoire, les deux seules choses qu'on va demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas une hypovolémie qui va aggraver le risque, et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une maladie rénale évolutive en cours de diagnostic, c'est-à-dire une maladie en cours d'aggravation, etc. Donc il y a une petite recherche étiologique, mais c'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre supplémentaire. Et enfin, pour la question des urines, alors oui, moi je suis un grand partisan du ionogramme urinaire, donc ça me fait plaisir d'en entendre parler ici, sur l'urée, sur le sodium et le potassium, l'expression urinaire. Ça marche pas très bien en situation septique ou en situation des patients les plus sévères,
Mais sur du périopératoire, sur les premiers éléments de données immédiates périopératoires chez le patient qui n'est pas en inflammation extraordinaire, ça peut effectivement guider le remplissage et je pense que c'est très utile. Et nous, en tout cas, on le recommande l'utilisation de l'ionogramme urinaire. Alors, juste une petite chose, parce que ça on le fait peu, et quand on discute ensemble, l'autre, c'est important, c'est que des patients qui vont en insuffisance rénale, qui se prolongent un peu, c'est pas mal de faire une protéinurie aussi, parce que ceux-là, on vous les adresserait plus spécifiquement s'ils ont effectivement une protéinurie. En fait, le problème des insuffisances rénales aiguës, périopératoire, post-opératoire ou de réanimation, c'est le devenir de ces patients. Puisque même notamment dans les patients de réanimation qui ont une récupération dite apparente, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment avoir une créatinine de sortie égale à la créatinine pré-agression rénale, en fait, on sait qu'à 5 à 10 ans, 40 à 50% de ces patients sont au stade 3 voire 4 de la maladie rénale chronique. Donc en fait, il y a un risque important. Et donc il faut cibler les patients qui sont le plus à risque d'évoluer. Et c'est pas toujours facile. Et un des éléments de progression qui doit alerter le médecin sur le risque d'évolution future, c'est la protéinurie. Donc en termes périopératoires immédiats, ça n'a pas d'impact majeur. Mais par contre, à la sortie ou dans une suivi, etc., voir la persistance ou l'apparition d'une protéinurie, ça c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on ne peut pas dire, que le patient qui a développé une insuffisance rénale post-opératoire, il faut quand même l'envoyer faire un petit tour chez le néphrologue quand même? Ça fait beaucoup de monde. C'est pour ça que la protéinurie c'est pas mal pour les cibler, parce que eux ils sont débordés après. Oui, voilà, à Bayonne, ils sont exceptionnels. Il faut les envoyer à Bayonne alors. On a pléthore de néphrologues. En tout cas, c'était marqué dans les recommandations de 2014. C'était la dernière recommandation. Peut-être parce que c'était la dernière, ça a été la moins lue. Mais il a été dit que tout patient qui développait une insuffisance rénale pendant son séjour devait être adressé à un néphrologue. En particulier, il faut aussi cibler tous les patients en réanimation. Et ça, c'est mis en place à Marseille. Mais je peux juste... parce qu'en fait, en plus, dans le monde de la néphrologie, les stratégies thérapeutiques pour ralentir la progression évoluent très fortement. C'est un boom actuellement, notamment avec les lymphocytes dont on a parlé. Et donc, les voir tôt, on peut agir sur ces patients et sur leur devenir. Donc, il y a un vrai intérêt à voir ces patients. On ne va pas juste dire, on a des IEC, on les regarde. On a des stratégies pour ralentir l'évolution de ces patients. C'est parce que ça ne fait pas mourir tout de suite, en fait. Et donc, non, ça fait beaucoup mourir. Alors... il y a sûrement des questions dans la salle, pardon Alice, parce qu'on parle beaucoup, mais on veut connaître aussi l'avis un peu de nos collègues dans la salle. Et nos collègues internes, vous lancez le dé et le micro. Je lance le micro, c'est ça ? Allez-y, jeune, lancez le micro dé. Qui c'est qui a des questions dans la salle ? Ah, Jean-Mi, vas-y. Merci à tous pour ces topos. Je suis un peu surpris que vous discutiez sans fin dont on va arrêter les AINS et les IEC, je crois qu'on se tape, et que pas une fois vous ayez abordé la notion de qu'est-ce que c'est le parcours de soins de ces patients, où est-ce qu'on les met en pré-op, où est-ce qu'on les met en post-op, et à quoi on fait attention. Je crois que le challenge, il est essentiellement là, il n'est pas sur l'arrêt des IEC, qui est probablement une connerie en plus. Mais... On est d'accord sur l'arrêt des IEC. Je vais juste te répondre sur le... Après, il y a des fois des soucis systémiques. Prendre un exemple à nous, par exemple, on n'a pas assez de places de soins continus et de réa, malgré nos 35 lits. Et donc, la majorité de nos DPC et de nos hépatectomies vont en secteur de chirurgie directement. Et donc, pour leur suivi rénal, donc on fait un peu attention, mais c'est vrai que les chirurgiens, ils ne le suivent pas. Donc, en fonction du nombre de patients graves susceptibles de faire des insuffisances rénales, tu ne peux pas toujours les mettre sous la main en soins continus pour les surveiller. Et donc, ils sont moins bien surveillés. Donc, c'est vrai que je pense qu'à terme, l'intelligence artificielle, notamment, avec les récupérations de biologie et choses comme ça, pourront nous alerter plus facilement des patients de secteur qui ont des risques élevés d'insuffisance rénale ou qui commencent à développer l'insuffisance rénale. Voilà, bah oui, parce que comme je les bois tard, après je suis obligé de les épurer. Ouais. Bon, après, ça fait 20 ans qu'ils tournent autour de la meilleure pipe. Hein. Oui. Hein, donc, voilà. Et pour le préopératoire, le mieux, ça reste le J0. Hein. Le plus longtemps le patient est chez lui, le moins on alite précocement, et le mieux il se porte. Je sais pas, peut-être d'autres questions dans la salle. Oui, là-bas. Le ballon, il va pas là-haut ? Juste concernant le post-op et les pompes à morphine ou à Sufinta, à partir de quel débit de filtration glomérulaire vous passez aux pompes à Sufinta et est-ce que vous le faites systématiquement? Parce que je n'ai pas l'impression que ça soit si répandu que ça. Alors, normalement, il faudrait y passer dès qu'on a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30. C'est les recommandations.
Et la morphine ne peut pas être réadministrée régulièrement chez ces patients, au risque d'avoir cette accumulation. Les pompes à Suffinta, si on a un protocole de service, c'est sécure et ça marche très bien. Voilà. Il faut travailler son protocole de service pour la mise en place. La mise en place ne se fait que en SSPI, voilà, sécurisé, et puis après le patient va en service avec. Je peux juste poser une question parce qu'en fait, pour le DFG estimé en préopératoire, bon, pas de problème pour le 30, ça, mais pour l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, je ne sais pas comment vous estimez le DFG pour passer par exemple au Suffinta en cas d'arrivée d'une insuffisance rénale, parce qu'on n'a pas, j'entendais parler de l'UV sur P tout à l'heure, mais on n'a pas énormément d'outils pour estimer le débit de filtration glomérulaire de ces patients en pleine aggravation de leur insuffisance rénale aiguë. Alors là, c'était déjà l'insuffisance rénale chronique, hein, donc pour ce patient-là, et puis le reste pour du post-opératoire en UIT type USC. Le IONO-U, nous, on l'a très facilement. La clairance flash. Vous faites UV sur P. Ouais, et sur les 2 heures, c'est justement l'intérêt de la clairance minute ou clairance flash sur les 2 heures, c'est qu'on n'est pas perturbé par les 24 heures de récupération des urines qui, si c'est aggravé dans les 6 dernières heures, eh ben, on sera complètement masqué parce que les 18 heures d'avant, eh ben, il ne se sera rien passé. Avec la clairance flash, on sait ce qui se passe dans les 2 heures précédentes et s'il est en train de s'aggraver, on va le voir là. Donc c'est l'avantage de cette clairance flash, qui est pas mal corrélée dans les études. Et donc, l'UV sur P, c'est sur une clairance flash plutôt des 2 heures que des 24 heures. Plutôt des 2 ou des 4 heures, oui. Des 2 ou des 4 heures. Alors que la protéinurie, c'est 24 heures. Oui. Et ça, c'est plutôt tardif. La protéinurie, et la clairance c'est flash, quand il va c'est entre sortir. 2 et 4 heures en fonction du volume urinaire. Il y a une question là-haut. Oui. François Maigret, je fais de l'anesthésie surtout, et j'ai de la chance, j'ai des dialysés quotidiennement. Je veux bien l'avis du néphrologue déjà pour le dialysé moyen qu'on voit arriver. Est-ce que déjà on peut se faire un peu plaisir sur les anti-inflammatoires, puisqu'il est déjà dialysé foutu pour foutu. Et l'autre chose, c'est que en moyenne, ils arrivent souvent avec des PAM à 60. Donc est-ce que eux se décalent vers la gauche pour la courbe d'autorégulation et on peut se permettre de les maintenir en PEROP un peu plus bas, ou est-ce que non, il faut les garder mieux que quand ils sont réveillés? Alors, pour répondre tout de suite à la deuxième question, les patients qui sont dialysés ont une maladie artérielle très sévère dans la grande majorité des cas, donc ils ont des décalages des courbes. Cependant, quand ils n'ont plus de fonction rénale, le décalage de la courbe de régulation hémodynamique glomérulaire n'a plus de pertinence. Donc pour le coup, comment pour le rein, pour la oui, partie mais du coup, hémodynamique, tout à l'heure, du coup, voilà. Après, moi, du coup, j'ai pas d'avis spécifique sur le plan rénal. Il reste le cœur et le cerveau. C'est ça, c'est Oui, pour bien le sûr. Bien sûr, mais comme de base. Alors, le cerveau, c'est très surfait, tout le monde n'en a pas. Hein. C'est la partie sur la question pour voilà. Il n'y a pas de spécificité du dialysé, si ce n'est qu'il a une pathologie artérielle très avancée, qu'il a ces décalages des courbes dans les régulations de ces différents organes. Pour la première question sur les INS, est-ce qu'on peut se faire plaisir chez le dialysé? En fait, la question, c'est est-ce que le patient dialysé a une fonction rénale résiduelle? C'est un enjeu majeur pour un patient dialysé. Hein. Parce qu'avoir une fonction rénale résiduelle, globalement, c'est-à-dire avoir une diurèse conservée, ça change sa qualité de vie. Parce qu'il peut boire, ce qui n'est plus du tout le cas quand il est anurique. Chez le patient anurique, il n'y a plus d'enjeu rénal. Donc en fait, après, c'est le risque de l'INS, le risque systémique de l'INS, mais il n'y a pas d'enjeu rénal. Pour le patient qui a une fonction rénale résiduelle, elle est très faible et elle est très à risque de s'altérer. Donc pour le coup, lui, oui, il faut être extrêmement prudent à l'usage des INS. Donc la question, c'est a-t-il une diurèse? Faut pas en faire. Juste pour rappel pour les INS, hein, c'est surtout quand le patient est hypovolémique que l'INS va être le plus délétère. Donc le patient âgé évidemment, et quand il est hypovolémique, parce que quand il est hypovolémique, le système de régulation met en jeu la vasoconstriction de l'artériole afférente, et si l'INS bloque le rétrocontrôle, le feedback pour les Anglais, et dans ce cas-là, la vasoconstriction de l'artériole afférente est plus importante que ce qu'elle devrait être, puisqu'il n'y a plus de rétrocontrôle par les prostaglandines intrarénales. Donc c'est surtout l'hypovolémie et l'INS, les deux ensemble, qui vont être le plus délétères. Et c'est pour ça, c'est pour ça que c'est probablement au bloc opératoire que c'est le plus à risque et que c'est pour ça qu'il y a plein de vieux qui sont sous INS et il ne se passe rien. Et que quand c'est un peu plus stable, c'est probablement un peu plus sécure en post-op à la maison qu'au bloc. Moi, je suis en train de me déshydrater là. Question, on a 3 minutes encore. 3 minutes. Oui. Question. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui est déshydraté. Je crois qu'ils sont tous déshydratés. Moi, j'ai une question sur les dosages des antibiotiques. Il faut doser les aminosides, c'est sûr. Est-ce qu'il faut doser aussi
Les bêta-lactamines. Alors, Oui. c'est une bonne question. L'ASFAR y a répondu. Vous avez deux. C'est oui. Encore faut-il mettre une pression forte sur ce pharmacien pour qu'il y arrive. Mais attention, doser un médicament de type bêta-lactamine impose des modifications fortes de son mode d'administration. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de séquentiel. On doit être obligatoirement en administration continue. Et donc si on est en administration continue, il faut qu'on ait étudié la stabilité de l'agent. Et par exemple, si vous mettez du méronème, vous savez qu'une seringue, elle ne peut pas faire plus de 6 heures. Sinon, vous allez avoir une dégradation de plus de 25% de la concentration qui est présente dedans. Donc il y a des adaptations à faire. L'avantage, c'est que, quelle que soit l'heure de la journée, quand vous faites sortir votre tube, vous êtes ou pas au-dessus de 4 à 8 fois de la CMI. Voilà. Et donc, on a une réponse. Donc, la notion qui était importante dans le topo, c'est que la dose initiale chez un insuffisant rénal, qui souvent a été rempli en post-opératoire et qui a développé cette insuffisance rénale-là, le volume de distribution est élevé, donc il mérite des posologies plus élevées. En revanche, après, si c'est un aminoside, il va falloir espacer, et souvent une dose suffit. Voilà. Et en revanche, pour les bêta-lactamines, on a de véritables modifications très fortes avec des patients très largement surdosés avec certains médicaments et en particulier le méronème. Donc il faut faire attention. Il y a une énorme variabilité intra- et inter-individuelle. Et pour gérer, si on n'a pas le dosage des bêta-lactamines, Faut arrêter. ce qui est quand même souvent, enfin nous on ne dose pas les bêta-lactamines pour adapter les bêta-lactamines en post-opératoire, la posologie. À ce moment-là, il faut monitorer le débit, la clairance urinaire tous les jours, en faisant un UV sur P tous les jours. Pour Honnêtement, adapter... sans dosage, on ne sait pas ce qu'on fait. Non. Mais vraiment. Après, en post-op ou en réa, ce qui va le plus jouer, c'est le volume de distribution. Oui, normalement. Et ils ont tous un volume de distribution augmenté. Donc, il ne faut pas se limiter sur des doses non plus, à part chez vraiment ceux qui ont une insuffisance rénale importante, pour des médicaments qui vont s'accumuler, ou qui ont une marge, une fenêtre thérapeutique assez short. Mais sinon, le risque majeur, c'est quand même le sous-dosage pour l'antibio, pour la plupart d'entre eux, parce que le volume de distribution est très augmenté, notamment chez le patient sceptique, dans les premiers jours de réa, la phase aiguë, inflammatoire, etc. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Étant donné que la même question se pose pour l'ensemble des antibiotiques, je vous propose qu'on en discute pendant la pause. On reprend à 11h10. Ça vous va? Oui, Monsieur le Président. Pas pour l'ensemble. Merci à tous. Merci.